Ce soir à l'émission, mobilisation pro-palestinienne, les cégepiens de la région manifestent. Tout le monde est touché par ce qui se passe parce qu'on est tous humains puis on doit défendre. Et on vous présente l'artiste peintre Catherine Laroche. J'ai été exposée au Grand Palais à Paris, quand même. En entrevue, je discute avec le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui craint le report de projets d'infrastructures dans le réseau de la santé. Quand on a une région qui a souffert finalement d'être un peu laissée pour compte, qu'on est en plein rattrapage, ce n'est pas le temps de ralentir le rythme. Je m'entretiens également avec la présidente du SEBL, Dominique Sauvé, qui dénonce les coupures du gouvernement Legault dans les programmes de francisation. Vous n'allez pas travailler puis vous ne pourrez pas faire ce pourquoi vous avez étudié. Enfin, Michel Goyer commente le résultat des récentes élections chez nos voisins américains. Qu'est-ce qu'on doit constater, là? La plus importante, je pense, c'est le panier d'épicerie. Bienvenue à Accès Local. Mardi 26 novembre 2024, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Vers la fin de la semaine dernière, il y a des étudiants de partout au Québec qui ont manifesté pour démontrer leur solidarité à la cause palestinienne, et il y a des étudiants de la région qui faisaient partie du mouvement. Oui Claude, en tout, on estime que 85 000 étudiants et étudiantes étaient en grève jeudi et vendredi dernier pour, démontrer leur soutien à la cause palestinienne, mais aussi pour demander des actions concrètes des gouvernements pour un cessez-le-feu. C'est une quarantaine d'associations étudiantes qui ont établi ce mandat de grève à l'Université du Québec à Montréal, à Concordia, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université de Montréal. Quelques cégeps ont emboîté le pas aussi, et notamment les deux cégeps de la région, le Collège Lionel Groulx et le cégep de Saint-Jérôme. Bien sûr, je dis les cégeps, mais ce n'est pas un choix de l'administration, mais plutôt celui des associations étudiantes. Voilà. Et comment ça s'est déployé dans la région? Alors, les associations étudiantes du cégep de Saint-Jérôme et du Collège Lionel Groulx ont voté un mandat de grève pour les journées de jeudi et de vendredi dernier. Les étudiants étaient présents les matins pour faire une ligne de piquetage. Suite à ça, les cours ont été levés dans les deux établissements scolaires avec la coopération de l'administration. Je me suis rendue au Collège Lionel Groulx jeudi pour voir comment ça se passait. Malgré un léger manque de communication entre l'administration du cégep et l'association étudiante, un bon climat semblait régner. L'administration comme l'association ont tous deux communiqué leur volonté de garder les rapports amicaux et pacifiques. Je le mentionne parce que dans d'autres écoles à Montréal, ce n'était pas le cas. Le sujet a soulevé beaucoup de tensions. Des étudiants se sont rassemblés jeudi au Collège Lionel Groulx pour un atelier de confection de pancartes et d'affiches. Le lendemain, ils se sont rendus à Montréal où une grande manifestation en soutien à la Palestine avait lieu. Pour l'Association des étudiants et des étudiantes du Collège Lionel Groulx, leur mobilisation était d'une part solidaire avec le mouvement étudiant pan-québécois, mais ses membres avaient aussi des revendications plus locales. Tildy est membre du comité écologiste Écomonde du Collège Lionel Groulx. Selon lui, son cégep a une responsabilité d'instruire la population étudiante sur cette situation. On l'écoute. Comme c'est un établissement scolaire, puis son but, c'est d'instruire, c'est de reconnaître que c'est un génocide, d'adopter des mandats BDS, donc boycott, désinvestir, sanctionner. Puis comme c'est un établissement scolaire, comme je disais, c'est d'éduquer la population étudiante, puis de dire c'est un génocide, il ne faut pas que ça arrive, voici les causes du génocide, voici ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'étudiants, pour aider cette situation-là. L'administration du cégep n'est pas de cet avis. On écoute la réponse de Philippe Nastre, directeur général du Collège Lionel Groulx. C'est pas le rôle d'un cégep de prendre position dans un conflit international comme celui-là. On reconnaît qu'il y a un conflit, on reconnaît qu'il peut y avoir des positions diverses parmi nos étudiants, parmi la population au Québec. On s'intéresse à cette problématique-là, mais le cégep n'a pas comme rôle de prendre une position en lien avec ça. Et Clara, c'est la première fois que les Basses-Laurentides sont le théâtre d'une mobilisation pro-palestinienne à cette échelle-là. Oui, Claude, depuis la date fatidique du 7 octobre 2023, du moins c'est la première mobilisation d'envergure dans la région. L'association étudiante du Collège Lionel Groulx avait reçu de nombreuses demandes pour une prise de position en ce sens, selon ses représentants. Jusqu'à présent, la mobilisation était surtout prise en charge dans les grands centres, et notamment à Montréal, où une manifestation pour la libération de la Palestine a lieu toutes les semaines depuis l'automne dernier. Selon Manuel, qui est représentant médiatique de l'Association des étudiantes et étudiants du Collège Lionel Groulx, il est important pour les régions de se mobiliser aussi pour cette cause. On peut l'écouter. Mais nous, on trouve ça important que partout, on réclame le fait que tout le monde est touché par ce qui se passe parce qu'on est tous humains puis on doit défendre les vies des autres humains puis réclamer la paix dans le monde. Fait que c'est important pour les gens de partout de montrer que c'est pas juste à Montréal, c'est pas juste dans les grands centres qu'il y a la volonté de lutter contre le génocide.
Voilà, Claude, pour terminer, un rappel du triste bilan à Gaza. Selon l'UNICEF, ce sont 43 600 personnes qui ont été tuées depuis le 7 octobre 2023, dont plus de 14 000 sont des enfants. À Gaza, un enfant est tué ou blessé toutes les 10 minutes. D'autres sources chiffrent le nombre de morts total à 200 000, en incluant les victimes de famine et de maladies. Et récemment, le 21 novembre, la Cour internationale de justice a émis des mandats d'arrestation contre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et son ancien ministre de la Défense pour perpétration de crimes contre l'humanité qui serait, et je cite, une attaque généralisée et systématique contre la population civile de Gaza. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On va aller à la rencontre de l'artiste peintre Catherine Laroche. À plus tard, Claude. La ville de Blainville a tenu son gala de l'Ordre du mérite blainvillois et sa cérémonie d'intronisation du Panthéon des sports le 14 novembre dernier. L'Ordre du mérite est la plus haute distinction décernée par la ville. Il comporte 3 paliers, soit les lauriers, les fleurons et les membres émérites. La ville a aussi décerné la Palme d'or à une entreprise qui s'implique dans la communauté. Les lauréats sont Suzanne Poirier-Lemieux, Alain Boudreau, Céline Morancy, Bertrand Pinchot, Léopold Bourré, Claire Parenteau, Raphaël Gauthier, Gabriel Séguin et Entreprise Pierre Richer. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfance tenue le 20 novembre dernier, la ville de Blainville a renouvelé son accréditation en tant que municipalité amie des enfants, et ce jusqu'en 2027. La ville s'engage donc à améliorer les déplacements des enfants et leur sécurité grâce au programme cycliste averti de Vélo Québec, à accroître la sécurité autour des écoles grâce à un plan d'action pour des travaux d'infrastructure dès 2025 et à encourager la réussite scolaire avec des programmes de valorisation et de soutien de la persévérance scolaire, incluant des bourses et des prix remis à des élèves finissant de 6e année et de 5e secondaire. Le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, a déposé le mercredi 20 novembre une motion sans préavis demandant à l'Assemblée nationale de réaffirmer son soutien aux 6 des Laurentides dans la réalisation de projets d'infrastructures dûment autorisés et planifiés. Il est avec nous pour en discuter. Monsieur Chassin, bonsoir. Bonsoir. Alors, quels sont les projets d'infrastructure qui sont touchés dans les Laurentides et qui sont à l'origine du geste parlementaire que vous avez posé la semaine dernière? Ben, en fait, essentiellement, on a vu notamment Daniel Bourdon, le maire de Mont-Laurier, oui. Lever en quelque sorte un drapeau rouge par rapport à l'hôpital de Mont-Laurier. Et puis, la semaine dernière, il y a eu un reportage de cet effet. Et évidemment, on se retrouve comme parlementaire au cœur de l'actualité à pouvoir intervenir parfois. Et dans ce cas-ci, par le dépôt d'une motion, simplement pour s'assurer comme parlementaire, qu'on s'inquiète de ces chantiers là, qui semblent ne pas décoller comme prévu. Oui. Alors ça, c'était important pour nous. Là. Est-ce que ça concerne aussi le projet de modernisation de l'hôpital de Saint-Jérôme ou si c'est un autre dossier? Alors, c'est un autre dossier, mais néanmoins, directement, c'est difficile de saisir exactement. Est-ce que il y a plusieurs projets qui sont finalement qui subissent des impacts? Parce que tout ça est un petit peu dans le cadre aussi des restrictions budgétaires dont on entend parler. Même si le budget de la santé augmente, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un contrôle très, très serré des dépenses, même finalement des coûts d'infrastructure, des projets d'infrastructure, alors que c'est planifié depuis longtemps. C'est pour ça que c'est inquiétant, en quelque sorte. D'accord. Ben, justement, la dernière fois qu'on s'en est parlé de l'hôpital de Saint-Jérôme, je pense que c'est avril 2023, le gouvernement duquel vous faisiez encore partie venait de lancer les appels d'offres pour des services professionnels d'architecture et d'ingénierie. Quelle mise à jour vous pouvez nous faire du dossier en ce moment? Ben alors, ce que moi j'ai eu comme information dernièrement, c'est essentiellement que les choses suivent leur cours, mais il y a toujours, comment je dirais, des petits retards là, qui peuvent survenir. Et évidemment, là, moi, j'ai besoin de savoir que ces retards-là ne sont pas commandés, qu'on n'est pas en train finalement de ralentir le rythme. Pour moi, c'est très important comme député de Saint-Jérôme, mais je crois que tous les députés des Laurentides peuvent s'en inquiéter. Alors, on se retrouve vraiment dans une situation où on a peut-être un premier drapeau rouge qui a été levé à Mont-Laurier, mais qui pourrait éventuellement nous concerner.
Puis à Saint-Jérôme, je pense qu'on est tellement en retard déjà sur le projet d'agrandissement et de modernisation. Il faut absolument aller de l'avant. Et c'est ce que l'Assemblée nationale a effectivement réaffirmé. On a envoyé effectivement le texte de la motion, non seulement au CIS des Laurentides, mais même à la Société québécoise des infrastructures, puis à Santé Québec. Oui, parce que la motion que vous avez déposée, elle a été adoptée. Alors, quel est l'effet possible? Quel est l'effet souhaité? Bien, souhaiter exactement parce que c'est pas nécessairement contraignant, mais c'est certainement de rappeler que quand on a une région qui a souffert finalement d'être un peu laissée pour compte, qu'on est en plein rattrapage, ce n'est pas le temps de ralentir le rythme. Voilà. Votre ancien collègue, Éric Girard, ministre des Finances, a présenté la mise à jour économique du Québec la semaine dernière aussi. On prévoit toujours ce fameux déficit de 11 milliards, malgré une croissance économique qui est plus rapide que prévu. Vos impressions là-dessus? Vous êtes surpris, déçus? Bien, en fait, pas nécessairement surpris, mais toujours inquiet, parce qu'effectivement, on a même vu le ministre des Finances s'harmoniser avec le fédéral pour les gains en capitaux. Hein. Donc, effectivement, on se retrouve avec une bonne tenue économique, avec des nouveaux revenus. Et malgré tout, le ministre des Finances doit piger la moitié de sa réserve là, pour éventualité. Il doit piger là-dedans pour maintenir un 11 milliards de déficit cette année. Ça veut dire que finalement, c'est pas particulièrement un bon contexte pour les dépenses du gouvernement. Et peut-être que ça a un lien. C'est un peu finalement les circonstances qui pourraient peut-être expliquer qu'on est en train de serrer la liste sur différentes dépenses en santé y compris. Et c'est là où, quand le gouvernement nous dit on ne veut pas affecter les services, bien, on comprend peut-être que c'est tellement difficile de maintenir les prévisions que les tours de vis se donnent à plusieurs endroits. C'est un peu là où c'est inquiétant. D'où la crainte de ralentissement que vous mentionniez dans votre avis de motion. Il reste un peu moins de 30 secondes de vous souligner aussi qu'il y a quelque chose qui cloche du côté de l'examen de dépenses des programmes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Alors, pour moi, c'est important parce que le budget de mars dernier faisait état du fait, en fait, qu'on a effectivement là, un retour à l'équilibre budgétaire à aller chercher. Et ça va se faire de deux façons. Les dépenses fiscales, donc les crédits d'impôt qui sont étudiés, on le voit, on en entend parler, mais on n'en entend pas parler des dépenses de programme. Et ça aussi, c'était une partie importante dans le dernier budget. Examiner là, ce qu'on fait comme dépenses. Il faut que ce soit fait. Il faut qu'on soit plus intelligent. Puis, il y a des programmes qu'on a peut-être plus les moyens de soutenir. Voilà. Ça, c'est la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui doit le faire. Et on n'en entend pas parler. On a l'impression que ça ne se fait toujours pas. En tout cas, c'est absent de la mise à jour économique. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Desjardins. Le Collège Lionel-Groux et le Cégep de Saint-Jérôme unissent leurs voix pour signifier au gouvernement du Québec que les restrictions budgétaires et le gel d'embauche annoncés auront des impacts majeurs sur la mission d'accessibilité à l'enseignement supérieur des cégeps. Dans une lettre d'opinion diffusée le 19 novembre dernier, les présidentes et présidents des conseils d'administration de 40 cégeps ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir des services et du soutien aux étudiantes et étudiants. La ville de Sainte-Anne-des-Plaines a reçu le prix Porteur de flambeau 2024 pour son engagement dans la problématique de contamination microbiologique lors du 5e gala flambeau tenu par le COBAMIL le 7 novembre dernier. Ce prix souligne les efforts déployés par la ville afin de moderniser ses infrastructures d'égout. Plusieurs projets ont permis à la Ville de gagner ce prix, comme la mise aux normes d'une station de pompage, l'optimisation du programme d'entretien des équipements et la séparation d'un réseau d'égouts combiné. On va parler politique avec notre chroniqueur Michel Goyer. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Claude. C'était les élections américaines le 5 novembre dernier. Je sais que vous voulez absolument en parler. On va vous exaucer. Vous aviez prévu, vous, l'élection de Kamala Harris. Votre boule de cristal n'a pas fonctionné. Pas fonctionné cette Alors, fois-ci. quelles sont les raisons pour lesquelles cette victoire-là a été si on part du début, jusqu'à la fin, les sondages étaient très, très, très serrés, on le sait. Mais par contre, Trump a remporté. C'est ça qui est important. Il y en a un qu'il faut qu'il gagne. Il a remporté. Il y a eu un taux de participation relativement plus bas que prévu. Hein. On parle de 65 versus 65,9 en 2020.
Et l'écart n'est pas ce que les gens ont dit le soir, parce qu'il y a des comptages qui se font même jusqu'en fin de semaine. On l'a vu, la Californie a sorti. Il y a 1,6 d'écart. C'est pas énorme, là, quand on regarde ça. C'est même pas 2 millions d'électeurs. La victoire de Trump est due aux 7 États clés qu'on a parlé à la dernière émission. Il les a remportés tous les 7. Ouais. Écoute, c'est ça. Et donc, il a terminé avec 312 grands électeurs versus 200 quelques... 226, excusez-moi, pour Mme Harris. Et qu'est-ce qu'on doit constater, là? Oui, bien, écoute, il y a beaucoup d'affaires. On en parlait en début d'émission, là, mais la plus importante, je pense, c'est le panier d'épicerie, les matériaux de construction. On l'a vécu au Québec, au Canada aussi, hein, quand il y a eu l'après-pandémie, je dirais mi-2021 jusqu'à tout récemment, tu faisais ton épicerie, ça coûtait pas mal plus cher. Donc, les Américains sont pas différents de nous autres. Le panier d'épicerie, il a diminué de moitié il mettait $100 US, il y avait à peu près la moitié de ce qu'il y avait avant la... Donc, le gouvernement a écopé de ça. Ça, c'est sûr qu'elle, Mme Harris, elle a écopé de ça. Elle a aussi... Il y a une défiance actuellement envers les institutions démocratiques. Il a frappé fort là-dessus, M. Trump, et il a fait que les gens ont dit, ben regarde, on va voter pour lui, on est méfiant, puis tout ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le contrôle de l'immigration. Le contrôle de l'immigration qui était un peu incontrôlé, mais en même temps, Trump a parlé de, j'ai dans mes notes, 20 millions d'immigrants illégaux, alors que la réalité, c'est 11. Tu sais, tu dis, bon, ça va jusqu'où? Il y en a quand même pas mal, mais ça a joué aussi. Quand tu as un discours de droite, que tu veux pas ça. Et l'autre élément, c'est une noire. Faut le dire. C'est une noire et une femme. Rappelez-vous, Hillary Clinton, en 2016, elle a perdu. Tout le monde disait, ben, c'est parce que c'est une femme. Il n'y a jamais eu de femme américaine présidente des États-Unis. Donc, ça, c'est des choses qui n'aident pas. En tout cas, il y a plein de choses. Il y a le traîné de bilan de Biden aussi, qui n'était pas si catastrophique que ça, parce que là, l'inflation et le taux d'intérêt sont tous revenus on regarde ça un peu partout, mais ça n'a pas joué dans la campagne électorale, malheureusement. Non, ça reste des concepts qui sont abstraits là, pour la population générale. Si on leur parle du prix du sac de pommes de terre... Tu joues dans leur portefeuille tout de suite. Donc, tu sais, des fois, on fait des grandes envolées. J'ai fait des élections dans le passé, puis on avait des beaux engagements électoraux, mais souvent, c'était bien plus l'inflation, des choses du quotidien qui jouaient dans ça. Il y a un autre élément, vous parliez de constat tantôt. Il y a l'effritement ce que j'appelle l'état de droit. L'état de droit, là, c'est comme exemple le droit à la vie privée. On a vu aussi M. Trump qui a été accusé au criminel. Toutes les charges tombent. Là, toutes les charges tombent. Ben, tu te dis, écoute, il n'y a plus rien qui tient. Il va nommer les 3 prochains juges. Il y en avait déjà nommé beaucoup entre 2016 et 2020. Là, il y a le contrôle total des juges et il va nommer des ultra-conservateurs. Et oublions pas Elon Musk. Elon Musk, c'est le plus riche au monde. C'est un multimilliardaire et non millionnaire. Il a mis 200 millions dans mes recherches. 200 millions de campagne. Lui arrive-vous ça au Québec? Notamment avec sa fameuse loterie, il donnait 1 million par jour à un partisan. C'était illégal. Ça a passé. Puis terminé. Il a remporté ce qu'il fallait qu'il remporte. Et là, ce qui est un phénomène assez curieux, c'est que Silicon Valley vient de prendre le pouvoir. Silicon Valley, là, c'est les ultra-riches, là, c'est les Google, les MAGA, pas les MAGA, mais les GAFAM, les Google, que vous connaissez, Facebook, pour en nommer plusieurs, l'Amazon, etc., qui viennent de prendre le contrôle. Qu'est-ce que ça va faire dans le monde entier? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions? On le voit déjà au Canada avec Poilievre, qui a un petit peu une tendance très à droite et tout ça. Donc, moi, j'ai bien hâte, en terminant, de voir dans combien de mois la chicane va pogner entre Musk et Trump. C'est 2 hommes de pouvoir avec des égos terribles. Moi, je ne peux pas croire qu'ils vont faire 4 ensemble. Non, c'est impossible. Ils ne danseront pas 4 ensemble. Rapidement, là, l'augmentation, la menace d'augmenter les tarifs douaniers de 25 sur les produits canadiens et mexicains, c'est une menace réelle ou du bluff? Il y a un bluff, mais il va y avoir une augmentation. M. Trump a parlé de 10 pendant sa campagne électorale. Là, il fait 25, il est en position de négo. Ce qui est quand même, il faut le dire, M. Trudeau, le premier ministre du Canada, a pris l'initiative de l'appeler hier soir 10 minutes. On dit qu'il a parlé 10 minutes. Donc, ça reste à voir. Ouais. On pourra s'en parler peut-être après les fêtes, parce que c'est votre dernière chronique avant les fêtes. Oui, merci beaucoup, Michel, d'être venu faire vos Claude. chroniques cet automne. On se revoit après les fêtes. Joyeux Noël. Vous aussi. Merci. Et à toute l'équipe.
Le syndicat de l'enseignement des Basses-Laurentides dénonce les coupures de services et la fermeture de classes de francisation dans les centres d'éducation aux adultes. J'en discute avec Dominique Sauvé, qui est présidente du SEBL. Bonsoir, Madame Sauvé. Bonsoir. Alors, on parle de 20 postes d'enseignement en francisation qui ont été coupés cet automne. Vous craignez, par ailleurs, la fermeture complète de tous les autres services en francisation du CSSMI. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça touche combien de profs, d'étudiants? Bien, en fait, présentement, il nous reste de mémoire comme 4 enseignants qui sont en poste puis qui enseignent à une quarantaine d'étudiants en francisation. Et ce qu'on a su, c'est qu'à partir de janvier, parce que ça fonctionne en termes ils appellent ça des équivalents temps plein. Là, donc, ils ont un nombre d'heures qu'ils peuvent offrir là, présentement, le centre de service. Puis à partir de janvier, ce nombre d'heures-là va avoir été atteint pour l'année au complet. Donc, il n'y aura plus de financement pour pouvoir poursuivre les cours. OK. Pour qu'on comprenne bien, là, fermer une classe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas l'ouvrir ou la vider des effectifs et des humains qu'elle contient? Bien, ça fonctionne par session à l'éducation des adultes. Donc là, ils ont ouvert une première session. Donc, la première coupure sont arrivées au mois d'août, quand ils avaient prévu d'ouvrir une vingtaine de classes. Puis là, ils ont annoncé aux enseignants puis aux élèves qu'ils en ouvriraient seulement comme 4 groupes. Puis là, en janvier, bien, s'ils les ferment, c'est que cette session-là est terminée et on n'ouvre pas une nouvelle session. OK. Bon, vous craignez, vous l'avez exprimé, là, un recul dans l'intégration des nouveaux arrivants. Pourtant, il y a à peine un mois, là, le gouvernement se défendait en disant avoir augmenté le budget de francisation là, de 217 à 251 millions, en affirmant qu'il y a de nouvelles classes de francisation qui ouvrent à toutes les semaines. Le premier ministre a même affirmé que les CSS dépensent sans compter. Vous n'appartenez ni à l'un ni à l'autre. Quel est votre point de vue là-dessus? En fait, nous, les chiffres qu'ils ont donnés, c'est les chiffres qu'ils ont donnés, mais dans la réalité, ce qui a été fait, c'est qu'on a envoyé les mêmes montants dans les centres de services que ce qu'on envoyait par les années passées. Et le financement, il est fait sur des années antérieures. Donc, par exemple, au CSSMI, partout présentement, le financement se fait sur l'année 2021. C'est comme l'année de référence, si on veut. Puis à cette époque-là, au centre de service ici, il n'y avait pas de classe ou à peine de classe de francisation. On débutait en francisation. Donc, on est comme financé pour très, très peu d'élèves inscrits, alors qu'en 4 ans, on a passé de aucune classe à une vingtaine de classes qui auraient pu ouvrir. Donc, c'est quelque chose comme 200 élèves environ qui avaient. Puis, ce qui a été modifié, ben non, effectivement, c'est pas tant l'argent qui est envoyé qu'une petite règle qui est écrite puis qui ordonne au centre de service, si vous voulez, de ne pas prendre de l'argent ailleurs dans d'autres budgets pour ouvrir des classes. Okay. Comme il pourrait prendre dans le budget du ministère de l'Éducation, par exemple. Exactement. Exactement. Bon, là, on parle de chiffres, mais dites-nous, d'un point de vue là, essentiellement humain, là, c'est quoi les impacts de ces fermetures de classes, là? C'est certain qu'on se retrouve avec un des enseignants qui perdent leur travail, donc des citoyens qui, tout d'un coup, se vont dire, bien, vous n'allez pas travailler, puis vous ne pourrez pas faire ce pourquoi vous avez étudié, ce pourquoi vous êtes formé, l'expertise que vous avez, vous ne pourrez pas la partager. Puis, mais c'est certain qu'il y a aussi tout l'aspect des nouveaux arrivants qui s'en viennent ici, puis qu'on veut intégrer à la société, puis qui, là, sont bloqués, qui sont forcés de prendre une pause dans leur parcours de francisation, parcours qui est, de par lui-même, essentiel pour une intégration dans notre société. D'accord. Bon, vous tentez de parler à vos députés. Vous avez un accès potentiel ici dans le comté de Groux au ministre des Finances. Qu'est-ce qu'on vous répond? On répond qu'on n'a pas de temps pour nous parler. On n'a pas de temps pour vous parler. Ouais. Vous définissez le phénomène avec un mot très fort. Vous parlez de démantèlement de la francisation. C'est vraiment ça qui est en train de se passer, selon vous? Bien, dans les centres de services, à tout le moins, c'est essentiellement ça qui se passe parce que la situation qu'on vit ici se vit à travers le Québec présentement. Puis ce qu'on en comprend, c'est que l'argent qui serait investi serait pour ouvrir ailleurs. Donc, c'est un peu comme si on défait un système qui existe déjà avec des enseignants qui sont formés pour transmettre des notions puis pour accompagner ces gens-là, pour réouvrir ailleurs puis réinventer la roue, si on veut, dans d'autres endroits. Là, présentement, on sait qu'il
achèterait des blocs de formation dans des cégeps ou dans des collèges avec des organismes. OK. Bien, écoutez, en terminant, je signale que les gens qui considèrent que cette cause-là est importante peuvent aller signer la pétition qui est en ligne sur votre site Web. Elle est là jusqu'au 29 novembre. Tout à fait. OK. Alors, bien, écoutez, Dominique Sauvé, présidente du SEBL, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La Bibliothèque de Saint-Eustache accueille en ce moment une nouvelle exposition. Vous êtes allé faire un tour. Oui, Claude, c'est l'exposition « Et le ciel inondera la terre » de l'artiste Catherine Laroche. Je suis allée à sa rencontre pour discuter de son parcours, de son art et du thème central de cette exposition, l'environnement. Alors, je vous présente ce soir notre reportage à ce sujet. Je m'appelle Catherine Laroche, je suis artiste peintre. J'ai débuté enfant, en fait. J'ai toujours aimé la peinture, j'ai toujours aimé le dessin, le crayon, etc. Après, un petit peu plus vieille, j'ai été aux artistes d'Auvergne, parce que, bon, mon accent le dit, je suis française. J'ai été aux artistes d'Auvergne et ensuite, j'ai été aux artistes français. Avec une de mes œuvres qui s'appelait Ébène, j'ai été sélectionnée et j'ai été exposée au Grand Palais à Paris, quand même. Bon, c'est quand même assez prestigieux. Et puis ensuite, j'ai continué à faire mes recherches, à la suite de quoi j'ai rencontré d'autres artistes qui étaient déjà dans le domaine et qui étaient déjà reconnus. Et grâce à ces artistes-là, j'ai pu aller chercher une technique qui m'intéressait et que je ne savais pas comment faire. À la suite de quoi, j'ai commencé à faire des expositions, à me présenter. Alors j'ai exposé en France, j'ai exposé en Suisse, j'ai exposé évidemment au Canada. C'est à peu près les endroits où je suis allée. J'ai fait aussi beaucoup d'expositions dans des lieux publics parce que j'aime aller à la rencontre des gens. Donc j'ai exposé dans des restaurants, j'ai exposé chez un lunetier, j'ai exposé dans une boulangerie, j'ai exposé dans une pharmacie, mais ça a été vraiment, même dans des banques. J'ai essayé d'aller vraiment à la rencontre des gens parce que c'est ce qui me passionne, c'est la peinture. En fait, moi, elle me sert un petit peu de créneau à la rencontre des autres. Tout ce que je peins, c'est quelque chose qui m'anime. Alors, je vais vous donner l'exemple de celle que je présente aujourd'hui. C'est l'exposition sur l'environnement. Et l'environnement, ça m'anime depuis longtemps et ça me tracasse maintenant. Avant, ça m'intéressait, maintenant, ça me tracasse et ça me perturbe beaucoup. Parce que je me dis, moi, j'ai un petit-fils et, bon Dieu, quelle planète je lui laisse, quoi. Donc, c'est un peu ça qui m'a motivée à faire cette exposition-là. Mes tableaux sont toujours accompagnés de textes. Qui sont en lien avec le tableau que je présente. Donc là, dans cette exposition-là, je vais de l'animal, du végétal, de la représentation en fait de la beauté de la nature, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux, puis que les gens oublient de regarder. Et ensuite, je vais avec, attention, il y a certains animaux qui nous observent, qui nous regardent et qui nous disent « c'est pas bien ». Et on avance jusqu'aux êtres en voie d'extinction, que je présente dans l'exposition. Voilà, puis moi je suis passionnée, la peinture c'est ma vie, l'encre aussi, je développe ça, et puis je donne des cours aussi. J'habite à Saint-Eustache et je donne des cours au manoir Globensky, donc je donne des cours aux enfants, aux adultes, aux ados, de peinture, de dessin, technique mixte, encre, pastel, etc. Et cette exposition-là, elle a tourné à Saint-Eustache, elle a déjà commencé depuis le mois de septembre, elle était dans la rue Saint-Eustache, et là maintenant elle est à la bibliothèque pour 3 mois. Et le 12 décembre, il va y avoir le vernissage. Donc le vernissage, ça sera le 12 décembre de 17h à 21h. Alors ce tableau-là, en fait, c'est de l'encre de couleur sur du papier d'arche. Le papier d'arche, c'est un papier qui est fait à la main en France. C'est un papier qui est reconnu pour avoir très peu d'impact au niveau environnemental. Et là, j'ai travaillé à l'encre de couleur. Et là, je suis allée en Haute-Savoie aux Ailes du Léman. Les Ailes du Léman, c'est un lieu où on réhabilite les rapaces, les animaux qui sont blessés. Et moi, je suis passée à côté de celui-là. Et je me disais, mon Dieu, il est tellement beau, je veux le peindre, je veux le faire. Donc, je commence à faire des photos, mais il s'est tourné et puis il m'a regardé. Et puis, il émettait des sons, mais vraiment des sons bizarres. Et au fur et à mesure qu'il émettait les sons, il avançait sa tête, mais j'en avais les frissons, quoi. Donc, je l'ai appelé « Tu me regardes ». Et le texte qui va avec, c'est « Tu me regardes », mais c'est l'oiseau qui parle, en fait. C'est pas moi, là, c'est lui. Et donc, c'est toutes ces interrogations à lui.
Donc c'est un tableau que j'ai eu énormément de plaisir à faire, parce qu'à chaque fois que je posais des petits coups de couleur sur le papier d'art, je le revoyais, puis je l'entendais à nouveau me parler, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il communiquait avec moi à sa façon, mais il communiquait avec moi. Voilà, Claude, le vernissage aura donc lieu le 12 décembre prochain et sera accompagné de la conférence Le syndrome du pipède de Cédric Frolich à propos du rôle de l'être humain dans la lutte au changement climatique. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. L'émission Montre-moi tes Laurentides suit à l'instant. Bonne soirée à notre antenne.